Je ne suis pas née aveugle. Je pouvais voir facilement et j'avais une vision parfaite. Je n'ai même pas eu besoin de porter des lunettes. Mais lorsque je me suis engagée dans une relation avec l'homme de mes rêves, j'avais trop peur qu'il me trompe, car cela m'était déjà arrivé tellement de fois. Alors quand j'ai commencé à soupçonner qu'il me trompait, j'ai fait semblant d'être aveugle pour attraper mon petit ami. C'était une énorme erreur. Mais avant de continuer, assurez-vous que vous aimez et que vous vous abonnez et appuyez sur cette cloche de notification. Si vous le faites, votre amoureux vous aimera enfin. Croyez-moi, ça marche vraiment. Laissez-moi commencer par le début. Lorsque j'ai quitté ma ville natale pour une grande ville, je n'avais aucune expérience en matière de romance. Je n'avais jamais eu de petit ami. Pas un vrai, du moins. J'ai déménagé dans cette ville pour une opportunité d'emploi et lorsque j'ai commencé à travailler, j'étais très nerveuse et excitée. Tout était si nouveau, si étrange et si inhabituel, mais j'avais hâte d'entrer dans le grand monde. Et peut-être trouver l'amour. Eh bien, au travail, j'étais dans le bureau et ce beau gars m'a approché. Il m'a dit qu'il s'appelait Jason et qu'il aimerait me souhaiter la bienvenue dans l'entreprise. Il était si gentil et si drôle, et je suis gênée de le dire, mais je suis tombée amoureuse de lui immédiatement. Tu vois, je suis un romantique sans espoir. Tous ces films ringards devant lesquels on monte les yeux au ciel, je les adore. Et donc, quand ce beau gars m'a parlé le premier jour de mon travail en étant si gentil et drôle, j'ai pensé que c'était mon moment. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'homme de mes rêves, que nous avons commencé à sortir ensemble, qu'un obstacle inconnu s'est dressé sur notre chemin, mais que nous avons surmonté cet obstacle parce que notre amour était si fort. Ouais, j'étais assez naïve. Chaque jour, j'étais terrifiée à l'idée d'aller travailler, car je savais que j'allais voir Jason et j'avais peur de me ridiculiser. Je me souviens que j'étais dans la salle de sport, dans la salle de repos, en train de prendre un café quand il est arrivé derrière moi et m'a dit « Salut !» C'est tout, juste un petit salut. Mais moi, étant la fille maladroite du bureau, j'ai renversé tout mon café sur ma chemise. Je ne lui ai même pas laissé le temps de réagir, j'ai filé par la porte et couru directement à la maison. Je suppose que ma patronne a eu pitié de moi et qu'elle ne m'a pas réprimandée le lendemain lorsque je me suis excusée d'être partie sans préavis. J'étais persuadée que Jason ne m'aimait pas. Il était juste gentil, c'est tout. Pourquoi aimerait-il une fille comme moi, qui était maladroite, laide et gênante? J'ai en quelque sorte laissé tomber le fantasme romantique et accepté que nous ne serions jamais ensemble. Il était hors de ma portée. Mais ensuite, j'ai eu le choc de ma vie quand il m'a demandé de sortir avec lui. Il l'a fait avec tellement de désinvolture. J'étais assise à mon bureau en train de classer des rapports quand il est apparu à mes côtés. « Hé !» a-t-il commencé. « Tu veux sortir avec moi ce week-end » J'étais trop abasourdie pour parler. Mais ensuite, heureusement, mon cerveau a rattrapé son retard et j'ai bégayé une réponse. « Oui » ai-je répondu. Il a gloussé, dit une heure, dit un lieu et c'est tout. Nous sortions. J'étais excitée et terrifiée en même temps. Mais quand on a commencé à sortir ensemble, c'était le meilleur moment de ma vie. C'était si bien avec Jason. Je savais juste qu'on était faits l'un pour l'autre. On traînait au parc, on allait faire du patin à glace, on faisait de beaux dîners. Et je me sentais comme la fille la plus heureuse du monde. De toutes les filles qui sont là, il m'a choisie. J'étais incroyablement chanceuse. Hélas, étant la fille stupide que j'étais, j'ai dû y aller et tout gâcher. Les autres filles du bureau ont commencé à parler à Jason, à discuter avec lui, à flirter, et j'étais tellement jalouse. J'étais pratiquement livide. Je savais qu'elles étaient plus jolies que moi et qu'elles se demandaient probablement pourquoi Jason était avec une fille comme moi. Mais ça ne voulait pas dire qu'elles avaient le droit de flirter avec Jason, de me le voler. Il y avait une fille, Amanda, qui était particulièrement ennuyeuse. Elle lui parlait parfois devant moi juste pour m'embêter. Mais je ne voulais pas me plaindre parce que je ne voulais pas être la petite amie jalouse. Elle s'est vraiment rapprochée de lui et je les voyais au travail riant et parlant. Elle flirtait manifestement avec lui. Elle secouait ses cheveux, laissait échapper un rire aigu, tapotait sur son épaule et je n'en pouvais plus. J'ai confronté Amanda. Je lui ai dit de reculer, de laisser mon petit ami tranquille. Il était à moi, mais elle m'a juste souri et m'a dit « Pas pour longtemps », avec sa voix frustrante. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai juste perdu la tête. J'ai sauté sur elle, j'ai attrapé ses cheveux, j'ai crié, j'ai griffé sa peau. Je n'étais pas une personne violente, ou du moins, je ne l'ai jamais été. Mais à ce moment-là, je voulais vraiment blesser Amanda. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Elle ne pouvait pas voir que j'étais amoureuse de Jason. Elle ne pouvait pas nous laisser tranquilles. Jason nous a entendus et a fait une irruption dans la pièce. Amanda m'a crié dessus pour l'avoir attaqué et a regardé avec stupeur les griffures sur son bras. Elle m'a traitée de folle. J'étais juste trop en colère pour répondre. Jason était immédiatement en colère contre moi pour avoir attaqué Amanda.
Pourquoi tu as fait ça ?» Il s'est mis en colère. « Elle doit rester loin de toi !» ai-je crié. « Pourquoi dois-tu être si jalouse et méfiante ?» a-t-il dit. Puis Jason a pris Amanda et l'a aidée. En me laissant par terre, je ne pouvais pas le croire. Je pensais l'avoir perdue. J'ai cru qu'il m'avait larguée à ce moment précis, mais il est revenu quelques minutes plus tard pour me récupérer. Il m'a demandé de lui faire confiance. Il était loyal. Il ne me tromperait jamais. J'avais honte, mais je ne pensais toujours pas que Jason resterait fidèle. Amanda a été si jolie et charmante. Et moi, j'étais juste l'intello du bureau. Pendant quelques mois encore, Amanda a semblé rester éloignée de Jason étonnamment. J'avais le sentiment que Jason lui avait demandé de le faire et je l'aimais encore plus pour ça, si c'était possible. Mais un jour, Amanda est venue travailler et elle avait la veste de Jason. Je le reconnaîtrais n'importe où. Elle n'a même pas pris la peine de le cacher. Elle l'a juste porté partout, manifestement pour m'énerver. Ensuite, j'étais convaincue qu'il me trompait. Sinon, pourquoi aurait-elle sa veste? Je devais trouver un moyen de les attraper. Si j'accusais simplement Jason, il pourrait facilement nier et j'aurais l'air d'une idiote. Si je les surprenais, j'en serais certaine et Jason devrait soit se rattraper, soit rester avec Amanda. C'est alors que j'ai compris que la seule façon d'être invisible, c'est que tout le monde croit que vous êtes invisible. C'est-à-dire que vous ne pouvez voir personne d'autre. Je pourrais être aveugle. C'était fou, je sais, mais je pensais que c'était le seul moyen. J'étais si déterminée à prendre Amanda et Jason en flagrant délit de tromperie que je n'ai pas vraiment pris en considération le caractère purement ridicule de ma décision. J'étais prête à devenir aveugle juste pour surprendre mon petit ami avec une autre fille. Et après ça, je me suis dit que je les attraperais et qu'une fois que Jason aurait compris ce que j'avais fait, être aveugle, il me pardonnerait, il réaliserait les distances que je suis prête à faire pour sauver notre relation. Il réaliserait à quel point je l'aime. C'est donc avec cette idée en tête que je me suis lancée dans le voyage vers la cécité. J'ai prétendu que ma vue se détériorait. J'ai dit à Jason que je ne voyais rien. Il était très inquiet et m'a dit que nous devrions aller voir un médecin. Mais je lui ai dit que non, que cela coûterait cher. En réalité, je savais que les médecins seraient capables de dire que je faisais semblant, donc ce serait trop risqué. Jason me faisait confiance, ironique, vu la façon dont je le traitais, et il m'a soutenue alors que ma vue se détériorait de plus en plus, ou du moins, je prétendais qu'elle se détériorait. J'ai progressivement prétendu que ma vue se détériorait jusqu'à la cécité. J'ai acheté des lunettes adaptées aux aveugles, ces lunettes sombres, et j'ai acheté une canne de soutien. J'étais habillée pour le rôle, j'avais aussi mes talents d'acteur. J'ai recherché des vidéos en ligne de personnes aveugles, comment elles agissaient, comment elles marchaient, et j'ai essayé de les imiter. Quand j'y repense maintenant, je suis choquée de voir à quel point j'étais dévouée à faire semblant d'être aveugle, et combien il était ridicule que je doive recourir à une telle méthode pour essayer de surprendre mon petit ami en train de me tromper. Je l'ai même dit à mes parents pour que ce soit plus réaliste, et Jason l'a fait savoir à tout le monde au travail aussi. J'ai fini par perdre mon emploi. Comment pouvais-je remplir des rapports si je ne pouvais pas voir ? J'ai tellement perdu à cause de cet acte, juste pour voir si Jason était vraiment infidèle. Jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé l'occasion d'attraper Jason et Amanda. Je n'étais pas au travail, donc je n'ai pas pu les attraper là-bas. Puis j'ai eu l'idée. Nous pourrions organiser une fête, et je ferai en sorte d'inviter Amanda. Nous avons organisé une fête chez nous. Tous nos amis du bureau sont venus. Et bien sûr, Amanda était là. Quand on les a accueillis à la porte, j'ai cru voir Amanda donner un regard significatif à Jason, puis me regarder furtivement. Elle a souri gentiment à Jason. Je continuais à faire semblant de ne pas voir, mais je sentais mon sang bouillir de rage. Plus tard cette nuit-là, j'ai remarqué qu'Amanda avait demandé à Jason de monter. Elle m'a regardée. Je les regardais, mais à cause de mes lunettes de soleil et de mon manque de réaction, elle a supposé que je n'avais pas réalisé. Mais je l'ai très certainement fait. Je les ai suivis, me faufilant à l'étage, prétendant être aveugle. Mais en réalité, je voyais parfaitement. Je suis allée dans ma chambre, où je pensais pouvoir les entendre, et en ouvrant la porte, j'ai été surprise, parce qu'il y avait Amanda embrassant Jason. Quand Amanda m'a vue, elle a arrêté de l'embrasser, mais elle s'est souvenue que j'étais aveugle, et s'est détendue. Jason était choqué par Amanda, et s'est éloigné immédiatement d'elle. Puis il m'a vue et ses yeux se sont agrandis, alarmés. Il a demandé à Amanda de se taire en levant un doigt sur ses lèvres. C'est là que je l'ai révélé. Je les ai confrontés. J'ai montré que je n'étais pas aveugle. J'ai enlevé mes lunettes de façon spectaculaire. Mes yeux se sont figés dans un regard concentré en pure haine sur Amanda. Ils étaient tellement surpris. Au début, Jason semblait heureux. Je pense qu'il croyait que j'étais guérie. Mais ensuite, la prise de conscience a eu lieu et il avait l'air tellement blessé. Il était tellement en colère aussi. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-il demandé avec incrédulité. « Je savais que tu me trompais !» l'ai-je accusé. « Non, je ne te trompais pas. Amanda m'a embrassée. J'ai essayé de la repousser. »« Quoi ?» ai-je demandé confuse. «
Mais, et la veste? Quoi? La veste! J'ai pointé un doigt dans la direction d'Amanda. Je t'ai vu porter la veste de Jason avant. Amanda avait l'air confuse. Je ne sais pas à ce sujet. Peut-être que nous avons juste eu la même veste? Je me suis figée alors que la honte coulait dans mes veines. Donc Jason ne me trompait pas. J'avais fait tout cela. Les mois de cécité, les défis qui allaient avec. Pour rien, j'ai réalisé l'énorme erreur que j'avais faite. La fête s'est terminée, Jason a renvoyé tout le monde chez eux, y compris Amanda, qui semblait trouver mon numéro si hilarant. Je ne pouvais que rester là, paralysée par l'horreur. Jason n'a pas voulu me parler. Il avait l'air tellement en colère et choqué et confus. Je ne lui en ai pas voulu. Il se disait probablement pourquoi ma copine ferait semblant d'être aveugle. Quel genre de fille fait un truc pareil? Et il avait raison. Quel genre de personne étais-je? Pourquoi n'ai-je pas pu lui faire confiance? Mais non, je devais y aller et tout gâcher. Je devais détruire la chose parfaite que nous avions partagée ensemble. Vous vous demandez probablement ce qui s'est passé ensuite? Jason et moi ne sommes pas ensemble, bien sûr. Qui ne me ferait pas confiance? Comment pourrait-il me faire confiance après ce que je lui ai fait? Comment pourrais-je simuler quelque chose comme ça? Après cette fête, je me suis excusée tant de fois auprès de lui, mais il ne voulait rien entendre. Il est resté silencieux jusqu'au lendemain matin, où il m'a dit que nous devions rompre. Honnêtement, sinon, comment pourrait-il rester avec moi? Si nous restions un couple, nous n'aurions aucune confiance, et ce n'est pas une façon d'avoir une relation. Avec le recul, si je n'avais pas confiance en lui, j'aurais dû mettre fin à la relation. J'ai déménagé le lendemain matin, et je suis retournée chez mes parents. Je ne veux même pas penser à la tête qu'ils ont fait quand je leur ai dit ce qui s'était passé. C'était tellement dégradant. J'ai vraiment appris ma leçon. Comment pourrais-je accuser mon petit ami de me tromper? Si je l'avais trompé en simulant ma cécité. En grandissant, je n'avais aucun problème d'audition. J'entendais parfaitement bien. Mon audition était même meilleure que celle de la plupart des gens. Mais ensuite, quand j'avais 6 ans, mon audition a commencé à se détériorer. J'avais cette maladie rare qui affectait mes capacités auditives. C'est arrivé au point où je ne pouvais plus rien entendre. J'étais sourde. J'étais si désemparée. J'étais déprimée de ne rien pouvoir entendre. Je ne pouvais pas écouter de musique, je ne pouvais pas écouter les oiseaux, je ne pouvais pas écouter la télévision. Ma vie était ruinée. Et c'était encore pire à l'école. Les autres enfants se moquaient de moi car je devais utiliser le langage des signes pour communiquer ou écrire sur des morceaux de papier. Ils me faisaient des grimaces, ils se moquaient de la façon dont j'utilisais mes mains. C'était horrible. Et si c'était si difficile de s'adapter, c'est plus facile pour les personnes qui sont nées sourdes. Elles ne connaissaient pas la différence. Mais je savais ce que c'était d'entendre, je savais ce que je manquais. Ce que tu n'as jamais eu ne peut pas te manquer, mais moi si. L'école était particulièrement difficile. Je savais lire et écrire, mais lorsque l'enseignant parlait ou faisait cours, j'avais beaucoup de mal à suivre. J'avais suivi des cours de lecture labiale, ce qui me permettait de déchiffrer certains mots, mais j'apprenais encore. Bien sûr, je n'avais qu'une dizaine d'années et il n'était pas indispensable que je comprenne tout. Mais je voulais quand même apprendre, je ne voulais pas être laissée de côté. Finalement, je m'y suis habituée. Je pouvais utiliser le langage des signes couramment et j'étais une experte pour lire sur les lèvres. Mes camarades de classe ont commencé à arrêter de m'intimider. Au contraire, je suis devenue l'une des filles populaires. Ils pensaient que c'était cool que je puisse parler le langage des signes. Et beaucoup d'entre eux m'ont demandé de leur apprendre. J'étais juste heureuse d'avoir à nouveau des amis. Les choses allaient bien, j'avais accepté d'être sourde et je pouvais continuer à vivre. Mais ensuite, miraculeusement, quand j'avais environ 15 ans, mon audition a commencé à revenir. Je ne sais pas comment, mais tout à coup, j'entendais les gens parler autour de moi. J'entendais les voitures qui passaient, les oiseaux qui gazouillaient dans les arbres. Tout cela, j'étais en extase. J'étais en classe quand j'ai entendu les premiers sons et j'ai sauté sur mon siège. Quelques personnes m'ont regardé bizarrement, mais elles n'avaient pas réalisé ce qui se passait. Mon audition était de retour, mais après la fin des cours, il me parlait toujours comme si j'étais sourde. J'allais dire quelque chose, j'allais le faire, mais ensuite, j'ai entendu une de mes amies dire mon nom. Je me suis approchée et j'ai réalisé qu'elle parlait de moi, derrière mon dos. Elle disait que j'étais si ennuyeuse, qu'elle ne m'aimait pas vraiment, que j'étais une gamine. J'étais tellement blessée, je me suis enfuie et je ne savais pas quoi faire. Et je ne pouvais pas le croire. Est-ce que c'était ce qui se passait tout le temps? Les gens parlaient-ils beaucoup de moi alors que j'étais juste à côté d'eux? J'étais mortifiée. Comment ont-ils pu me faire ça? C'est là que j'ai réalisé. Personne n'a besoin de savoir pour l'instant. Personne n'avait besoin de savoir que je n'étais plus sourde, que je pouvais entendre. Peut-être que je pourrais utiliser ça à mon avantage. Peut-être que je pourrais utiliser ça pour voir qui parle de moi. Peut-être que je pourrais découvrir quelques secrets en chemin. Je sais. C'était une idée terrible. Mais à l'époque, je pensais que j'étais intelligente. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Vous pensez peut-être que je devrais avoir honte, mais vous n'avez aucune idée des sales secrets que j'ai entendus pendant que j'étais sourde. Mais nous en reparlerons plus tard.
J'ai commencé à simuler ma surdité. J'ai essayé de le garder caché quand il y avait un bruit fort. Je devais m'empêcher de regarder dans sa direction. Si j'étais sourde, je ne m'en serais jamais rendu compte. Quand le professeur disait mon nom et que je ne le regardais pas, je devais empêcher de regarder autour de moi. Je devais attendre que quelqu'un me tape sur l'épaule pour attirer mon attention, comme si j'étais vraiment sourde, et croyez-moi, c'était dur. Vous imaginez quand quelqu'un appelle votre nom, votre première réaction est de regarder, non? Mais j'ai dû m'ancrer en moi pour faire semblant d'être sourde, et ça a pris un moment, mais je m'y suis habituée. Un jour, j'étais à mon casier, et ce garçon se tenait là, avec une bande de ses amis. Au début, quand ils m'ont vue, ils ont eu une certaine appréhension, mais j'étais tournée dans l'autre sens, alors ils se sont détendus. Tant que je ne pouvais pas voir leur bouche, je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. J'ai réalisé qu'ils parlaient de moi. C'est alors que j'ai entendu un des garçons mignons, Sam, dire qu'il avait le béguin pour moi. J'étais tellement excitée et nerveuse. J'ai essayé de ne pas réagir, mais je pouvais déjà sentir des papillons monter dans mon estomac. J'étais si heureuse à l'époque d'avoir fait semblant d'être sourde. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais réalisé que j'avais un admirateur. Je me suis immédiatement dirigée vers lui, en regardant de manière significative. Il a semblé paniquer un peu, probablement parce qu'il pensait que je l'avais entendu, mais ensuite il a semblé se rappeler que j'étais sourde. Eh bien, il ne s'en doutait pas, j'ai entendu chaque mot. Finalement, on a commencé à sortir ensemble. C'était assez évident avec Sam puisque je savais qu'il m'aimait bien, alors je n'ai pas tardé à lui demander de sortir avec moi. Il était vraiment mignon et j'ai trouvé très drôle de voir à quel point il était nerveux en ma présence. Mais il y avait cette fille, Anna, qui flirtait toujours avec mon petit ami. J'étais tellement en colère contre elle. Je voulais lui crier dessus quand elle lui disait des choses inappropriées. Mais je me suis rendu compte que cela indiquerait que je pouvais entendre, alors je me suis tue. Mais elle pouvait être si exaspérante. Il y a eu cette fois en classe où je mettais mes livres dans mon sac et Sam m'attendait. Anna s'est approchée de lui. Ils étaient tous les deux derrière moi, donc elle a probablement pensé que je ne pouvais pas entendre. Et elle lui a dit qu'elle aimait sa coupe de cheveux. Elle a dit qu'il était si beau. Je me suis à peine empêchée de me retourner et de la gifler. Mais je devais utiliser cela à mon avantage. Je faisais semblant d'être sourde pour une raison. Voir qui était un vrai ami et qui étaient les faux. Alors je suis restée silencieuse. Je me rendais à des fêtes. J'étais assise et les gens bavardaient à côté de moi, mais ils s'en fichaient puisque j'étais la fille sourde. J'entendais tant de secrets, comme le fait qu'une fille de ma classe était enceinte, ou que quelqu'un trompait son partenaire, ou que le professeur divorçait. Personne ne le savait, mais je dressais une énorme liste de personnes que je pouvais faire chanter avec toutes ces informations. J'ai réalisé que je pouvais commencer à utiliser ça à mon avantage. J'ai découvert qu'Anna avait une énorme verrue sur le dos. Elle serait tellement gênée si les gens le découvraient, donc je suis allée la voir à l'école avec une note déjà en main. Je lui ai donné, voici ce que j'ai écrit. « Salut Anna. Je sais pour la verrue sur ton dos. Si tu veux que ce secret reste entre toi et moi, alors reste loin de Sam. C'est mon petit ami, pas le tien. » Elle a levé les yeux vers moi, son visage rougissant déjà, et elle avait acquiescé. « Bien, m'a-t-elle dit. » Je suis partie, c'était fait. Je savais que je n'avais plus à m'inquiéter de la présence d'Anna auprès de Sam. Pendant ces quelques années au lycée, je suis devenue le célèbre maître chanteur de l'école. Si quelqu'un se mettait dans mes petits papiers, il le regretterait sûrement, parce que j'avais des ragots sur tout le monde. Même Sam, j'ai découvert que son père était en prison pour une affaire de fraude, mais je n'en ai pas parlé avec lui. Je n'étais pas si méchante. Mais à l'époque, j'étais une jeune adolescente gâtée et tourmentée. J'aimais contrôler les gens. Vous vous demandez peut-être comment j'ai réussi à simuler ma surdité pendant tout ce temps. Eh bien, ça n'a pas duré éternellement. J'ai fait une erreur qui a tout fait s'écrouler. J'étais à une fête et Anna parlait de moi et de mon petit ami. J'étais censée être sourde, alors quand j'ai reculé un peu pour entendre plus clairement, ils n'ont pas semblé s'en soucier. Ce que je l'ai entendu dire m'a fait perdre la tête. Elle a parlé de la façon dont Sam m'a trompée avec elle. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis retournée, je lui ai crié dessus. J'ai parlé clairement, contrairement à une personne sourde, et j'ai évidemment laissé entendre que je pouvais entendre. Tout le monde était choqué. La musique s'est arrêtée. « Hé, je croyais que tu étais sourde !» quelqu'un a crié. Sam s'est approché de moi. « Waouh, tu peux à nouveau entendre !» Je ne savais pas quoi dire. Je m'étais exposée. Tout le monde aurait su que je faisais semblant. Anna a rétréci son regard, puis j'ai regardé impuissante, comme elle a soudainement réalisé ce que j'avais fait. « Non, tu as fait semblant, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit. Je me suis rétractée. Sam m'a regardé d'un air interrogateur. « Quoi? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?» Je n'ai rien dit. C'était fini. Le jeu était terminé. « Quoi? C'est fou !» a crié une voix. « Abruti !» Quelqu'un d'autre a crié. Je me suis renfrognée en me tournant vers Sam. « Tu m'as trompée avec Anna ?» Les yeux de Sam se sont élargis. « Quoi? Comment as-tu… » « Ah, c'est donc pour ça que tu t'es révélée !» Anna a rigolé. « Tu m'as entendu? Eh bien, c'est vrai. Sam et moi, nous sommes embrassés. » Sam l'a regardée choquée. « Anna! Oh, qui s'en soucie ?» a-t-elle balancé. « Ta petite amie le sait déjà. »
Je ne savais pas quoi faire. Sam m'avait trompée, mais tout le monde savait que je les avais trompés. De quel côté serait-il? Anna m'a regardé méchamment. Maintenant je sais. C'est comme ça qu'on fait chanter les gens. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Tu es sournoise. Les gens ont commencé à chuchoter en réalisant ce que j'avais fait. Certains avaient l'air inquiets en repensant à toutes les choses qu'ils avaient dites en ma présence. Je voyais maintenant qu'ils ne prendraient pas mon parti. Je leur avais menti, à tous. J'avais fait quelque chose d'impardonnable. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis enfuie de la maison. Je suis rentrée directement à la maison. Le lendemain, j'ai dit à mes parents que je devais changer d'école. Je ne pouvais plus y aller. Mes parents étaient si confus. Vous voyez, ils pensaient encore que j'étais sourde aussi. Je leur ai tout avoué. Comment j'avais trompé les gens, comment j'avais simulé ma surdité depuis 1 an, et ils étaient mortifiés. Ils ne pouvaient pas croire que j'avais fait quelque chose comme ça. Mais finalement, ils m'ont aidé. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils m'aimaient toujours. Nous avons convenu que je devais changer d'école, prendre un nouveau départ. Mais les enfants de la nouvelle école où j'ai déménagé avaient entendu parler de moi. J'étais cette fille sourde qui avait simulé sa surdité. La nouvelle s'est répandue. Heureusement pour moi, il ne me restait qu'1 année au lycée. Je pouvais donc m'échapper à l'université. Mais cette dernière année a été la pire année de ma vie. Encore pire que lorsque j'ai découvert que j'étais sourde. Vraiment sourde. Les gens m'évitaient. Ils laissaient des notes méchantes dans mon casier. Ils me traitaient de tous les noms. Mais cette fois, je ne pouvais pas faire semblant d'être sourde. Je ne pouvais pas prétendre que je n'avais pas entendu ce qu'ils disaient, et c'est pourquoi ils ont pris une grande satisfaction à rendre ma vie si misérable. Je n'avais pas d'amis, littéralement aucun. Même les enseignants avaient entendu parler de ce que j'avais fait dans mon école précédente, et je pouvais voir qu'ils me regardaient avec mépris. Je ne sais pas si c'était ma propre stupidité ou juste leur parti pris, mais je n'ai jamais eu de A en dernière année de lycée. Maintenant, je me rends compte de l'énorme erreur que j'ai commise. Je n'aurais jamais dû manipuler les gens comme ça. J'avais transformé quelque chose d'incroyable, le retour miraculeux de mon audition, en une sorte d'arme. Je n'aurais jamais dû le faire. Eh bien, j'ai appris ma leçon maintenant. J'ai eu une enfance plutôt normale. Je suis allée à l'école, j'ai eu des fêtes d'anniversaire, j'avais des amis, et quand je suis arrivée au lycée, j'ai commencé à sortir avec des garçons. J'ai eu des tonnes de béguins, et je trouvais les rencontres plutôt amusantes. Mais ensuite, c'est arrivé la dernière année de lycée, et c'est là que ma vie a changé pour toujours. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres contenus effrayants. Merci les gars! J'avais récemment vécu une grosse rupture avec mon ex-petit ami lorsque j'ai commencé ma dernière année de lycée. Il s'appelait Adam et c'était le plus grand des crétins. Ne me demandez pas pourquoi j'ai craqué pour lui. Ça avait probablement quelque chose à voir avec le fait qu'il était le capitaine de l'équipe de basket et aussi probablement le gars le plus sexy de notre classe. Bref, pendant les vacances scolaires, je lui ai demandé de m'accompagner au centre commercial, mais il m'a dit qu'il était occupé. Le ton de sa voix au téléphone était également très suspect et j'ai cru entendre la voix d'une fille en arrière-plan. Je me suis immédiatement précipitée chez lui et je l'ai surpris en train de me tromper. Il embrassait une autre fille de ma classe. Eh bien, je n'allais pas le supporter. J'ai rompu avec lui sur le champ et je m'en porte d'autant mieux. Il a toujours été assez méchant et avait tendance à me comparer à des filles plus minces et plus jolies que moi. Pas que ça ait de l'importance, mais ces mots ont quand même fait mal. Quoi qu'il en soit, lorsque les vacances scolaires ont été terminées et que l'année de terminale était sur le point de commencer, je m'étais remise de ma rupture avec Adam et j'étais prête pour une bonne relation saine, contrairement à la relation toxique dont je venais de souffrir. Le truc, c'est que tout le monde dans ma classe était soit pris, soit un débile comme Adam. Il semblait que j'allais passer ma dernière année de lycée comme une femme seule. Jusqu'à mon premier cours d'histoire, parce que c'est là que je l'ai repéré. J'étais en classe, en train d'écrire des notes pendant que le professeur parlait avec sa voix traînante. Et j'ai remarqué qu'il y avait un nouvel élève dans notre classe. Il était assis dans un coin tout seul. Et quand j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois, j'ai senti mon cœur s'arrêter de battre. Il était magnifique. Probablement le plus bel homme que j'ai jamais vu. En personne, du moins. Il était encore plus beau qu'Adam. Et ça veut dire quelque chose. Mais il avait aussi l'air vraiment timide. Et il semblait être le genre de gars qui était maladroit. J'ai eu pitié de lui et j'ai décidé de l'aider pour son premier jour d'école. À la fin du cours, je me suis approchée de lui et me suis présentée. « Salut, je m'appelle Mandy. » Et je dis « Tu t'appelles comment ?» Le gars semblait choqué de me voir lui parler. « Oh, salut, je suis Callum. »« Ravi de te rencontrer, Callum. Tu viens d'emménager ici ?»« Oui, juste la semaine dernière en fait. C'est assez éprouvant pour les nerfs d'être le petit nouveau. » a-t-il dit nerveusement. J'ai souri. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Viens, je vais te présenter à mes amis. » Et après cette première rencontre, nous avons eu un énorme béguin l'un pour l'autre. Peu de temps après, littéralement moins d'1 semaine après qu'il ait commencé l'école, je lui ai demandé de sortir avec moi et il a dit oui. J'étais si heureuse et j'étais prête à tourner la page sur Adam et tous mes autres horribles ex-petits amis. Je l'ai emmené dans un parc d'attractions à proximité et on s'est éclaté. C'était tellement amusant et c'était si facile de parler avec lui.
Je ne me suis pas sentie gênée comme parfois avec mes anciens petits amis. Avec Callum, c'était si facile. Tout était parfait. Il me traitait toujours bien et je pouvais lui faire confiance pour n'importe quoi. Il était drôle aussi. C'était le petit ami parfait. Mais je suppose que j'aurais dû réaliser que c'était un peu trop parfait. Nous sortions ensemble depuis environ 2 mois quand quelque chose est arrivé qui a tout changé. Nous étions à une fête et j'étais avec ma meilleure amie et son petit ami. Callum était là aussi. Ils discutaient de leurs ex et ils partageaient toutes sortes d'histoires. « Et toi ?» Mon meilleur ami a demandé à Callum. « Et tes ex ?»« Je n'ai eu que 2 ex, a dit Callum. « Oh, dis-nous tout sur elles. » Callum s'est éclairci la gorge. « Eh bien, leurs noms étaient Holly et Samantha. Elles étaient bien, je suppose. Je ne suis sortie avec elles que pendant quelques mois dans mon ancienne école. » Puis il a gloussé. « Mais elles ne sont rien comparées à Mandy. » Il a souri et je me suis penchée pour l'embrasser sur la joue. « Tu vois, je t'ai dit que les choses étaient trop parfaites. » Eh bien, quand je suis rentrée de la fête et que j'ai dit au revoir à Callum, j'avais encore ces 2 noms en tête, Holly et Samantha. Callum avait semblé dédaigneux lorsqu'il avait cité les noms de ses ex-copines, mais je voulais en savoir plus sur elles, pour une raison quelconque. J'étais curieuse. Je sais, ce n'est probablement pas une façon saine d'agir dans une relation, mais je ne vais pas mentir. Alors j'ai fini par chercher leurs noms. Je n'avais pas leur nom de famille, alors j'ai juste tapé l'école où Callum était allé, et bien sûr, un article est apparu sur elles. Mais ce que j'ai vu m'a fait décrocher la mâchoire. 2 filles sont maintenant disparues de l'école Sunway, disait l'article. J'étais choquée. Disparues ? Pourquoi Callum ne l'avait-il pas mentionné ? J'ai cliqué sur l'article qui disait « Holly Anderson et Samantha Carey ont disparu depuis plus d'1 an et il se trouve qu'elles fréquentent la même école. Les enquêtes de police n'ont mené à rien, mais les parents espèrent toujours retrouver leur fille. Les amis disent que ce n'est pas le genre d'Holly ou de Samantha de disparaître comme ça. Nos espoirs et nos prières vont aux familles des disparus. » Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Les 2 ex de Callum ont disparu. C'était une étrange coïncidence. Une petite voix au fond de ma tête me disait que ce n'était peut-être pas une coïncidence. Oh mon Dieu! Et si Callum avait quelque chose à voir avec leur disparition? Mais ensuite, j'ai ri de cette pensée. Pas du tout. Callum ne ferait pas de mal à une mouche. Il était gentil et doux. Et je n'arrivais pas à croire que je puisse même envisager la possibilité qu'il ait pu faire du mal à ses ex-copines. Mais quand même, c'était étrange qu'il n'ait pas mentionné leur disparition. Cela aurait été l'histoire parfaite à partager lors de la fête. Mais je suppose qu'il était peut-être encore sous le choc de la disparition de ses ex. J'ai décidé de lui donner le bénéfice du doute et de ne pas en parler avec lui. Pendant quelques semaines après cet incident, tout allait bien. Je me sentais vraiment à l'aise avec Callum. Et je sais que c'est embarrassant, surtout que nous ne nous connaissions pas depuis longtemps, mais je pensais vraiment à l'épouser. J'ai même pensé au nom qu'on donnerait à nos enfants. C'est fou, je sais. Bref, Callum m'a invité chez lui. Il a dit que ses parents étaient en voyage d'affaires et qu'on avait la maison pour nous tout seuls. Quand je suis arrivée, il m'a fait visiter toutes les pièces. Il était plutôt riche. Et quand nous sommes passés dans le couloir, je lui ai demandé ce qu'il en était du sous-sol. « Oh, ne t'inquiète pas pour ça », a-t-il dit. Je ne comprenais pas pourquoi nous ne pouvions pas jeter un coup d'œil au sous-sol. Nous avions vu toutes les autres pièces de sa maison de maître. Mais je l'ai juste ignoré. Nous nous sommes retirés dans sa chambre pour regarder un film. J'ai continué à entendre des bruits et des bruits sourds. Mais quand j'ai demandé à Callum, il a juste dit qu'il y avait des rats dans la maison. J'ai trouvé ça étrange. Les bruits ne ressemblaient pas à ceux des rats. On aurait dit des voix. Mais j'ai choisi de l'ignorer et j'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillée, j'ai vu que Callum n'était pas là. La pièce était vide. La télé était toujours allumée, alors je l'ai éteinte. Je me suis demandé où était Callum, alors j'ai décidé de partir à sa recherche. J'ai regardé partout, la cuisine, le salon, même le jardin. Mais il n'y avait aucun signe de lui. Puis je suis passée devant la porte du sous-sol et j'ai vu qu'elle était ouverte et laissée entrouverte. Je savais que Callum avait dit de ne pas y aller, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'étais curieuse. Et en plus, il était probablement en bas. J'ai descendu les escaliers, chaque pas grinçant sur l'escalier en bois. Il faisait complètement noir en bas. Je ne pouvais rien voir. Finalement, j'ai réussi à trouver un interrupteur. J'ai allumé l'interrupteur, mais ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Le sous-sol était plein de poupées. Je ne serais pas surprise s'il y en avait 1 millier dans ce petit sous-sol. Elles étaient soigneusement empilées sur des étagères, sous leurs yeux effrayants me regardant droit dans les yeux. C'était le genre de poupées que l'on voit chez les antiquaires, ainsi que dans les films d'horreur. Elles commençaient à me faire peur. Pourquoi y avait-il tant de poupées ici? Ça n'avait aucun sens. Je marchais dans un état second. Il y avait sûrement une explication logique à cela. Peut-être que ses parents étaient des fabricants de poupées. Mais alors pourquoi étaient-elles au sous-sol? Je me suis avancée et j'ai repéré 2 poupées qui étaient entourées d'une enveloppe de verre.
et sur lesquelles brillait une lumière spéciale. C'était comme le genre de choses que l'on voit dans un musée, sauf qu'à l'intérieur, il n'y avait pas un artefact ancien, mais 2 vieilles poupées. J'ai regardé de plus près et j'ai été choquée de voir qu'ils avaient une étiquette avec leur nom. Celle de gauche s'appelait Holly et celle de droite s'appelait Samantha. J'avais envie de vomir. Holly et Samantha, les ex de Callum qui avaient disparu. Ce n'est pas une coïncidence si ces poupées portent leur nom. Je commençais à avoir vraiment peur et j'ai soudainement voulu partir d'ici tout de suite. Je me suis retournée pour remonter l'escalier et rentrer chez moi, mais j'ai vu que la porte avait été fermée. Et là, il y avait Callum. Callum ? Et je demandais nerveusement « Qu'est-ce qui se passe ?» Callum a souri, mais son sourire était mauvais. J'ai senti mon cœur battre rapidement alors qu'il descendait les escaliers vers moi. « Je vois que tu as trouvé ma petite collection, » a-t-il dit. « Pourquoi ces poupées portent-elles le nom de tes ex ?» ai-je demandé. « Et pourquoi tu ne m'as pas dit que tes ex avaient disparu ?» Callum a gloussé. « Oh, eh bien, tu vois, c'est une sorte de passe-temps pour moi. Je collectionne les poupées depuis un moment maintenant. Et quand une fille rompt avec moi, je ne peux pas supporter de m'en séparer. Je les aime toujours trop, alors je les garde dans cette poupée. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Les garder dans la poupée ? Tu es fou !» ai-je crié. « Je piège leur âme, » a-t-il dit. « Je prends leur âme et je la mets dans leur poupée et je peux les garder pour toujours alors. »« C'est ça ?» ai-je dit. « J'en ai assez. Je rentre à la maison et c'est fini. J'en ai fini avec toi. » Callum avait l'air triste. Et ensuite, il s'est éclairé. « Oh, c'est bon, parce que maintenant, tu peux rejoindre Holly et Samantha. » Soudain, il s'est jeté sur moi, mais j'ai réussi à m'écarter. Il a essayé de me tuer. J'ai crié et j'ai couru à l'étage. Il m'a attrapée par les jambes et je suis tombée. Mais j'ai eu une idée soudaine et j'ai décidé de détruire ces étagères soigneusement remplies de poupées. Je les ai toutes poussées au sol et Callum a crié de douleur en voyant que ses précieuses poupées étaient endommagées. Pendant qu'il pleurait pour ses poupées, je suis sortie de la maison en courant et j'ai continué à courir. J'ai réussi à rentrer chez moi, à prévenir mes parents qui ont immédiatement appelé la police. Il s'est avéré que Holly et Samantha étaient toujours en vie. Elles étaient coincées dans une pièce secrète de la maison de Callum. Les bruits que j'avais entendus avant étaient des appels à l'aide. J'étais reconnaissante qu'elles soient en vie, mais aussi tellement désolée qu'elles aient dû souffrir si longtemps. Callum a été arrêté pour avoir kidnappé les autres filles et m'avoir attaqué, et il est maintenant en prison. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que Callum soit un tel dérangé. Je suppose que cela montre que les apparences peuvent être trompeuses, alors assurez-vous d'être toujours prudent avant d'entrer dans la maison de quelqu'un. Ou de sortir avec lui d'ailleurs. J'ai demandé à mon majordome, « Jeeves, peux-tu m'amener du soda ?» Il ne s'appelait pas vraiment Jeeves, je l'appelais comme ça pour m'amuser. Il a répondu, « Bien, monsieur. » J'ai ajouté, « Fais-moi un sandwich aussi pendant que tu y es. » Il a hoché la tête, puis il est parti. Le fait que les gens me parlent en utilisant monsieur me fait sentir important, surtout depuis que je suis simplement en dernière année du collège. Mes parents possédaient plusieurs hôtels de luxe dans le Pacifique Sud et en plus ma mère était l'héritière d'une immense fortune. Si vous voulez aussi beaucoup d'argent, faites en sorte que cette vidéo ait 50 000 j'aime et tous ceux qui regarderont cette vidéo deviendront riches. Vraiment. Je pense donc que vous pouvez dire que j'ai grandi comme un prince. Les serviteurs me dorlotaient et je n'avais rien à faire par moi-même. Ma chambre avait la taille de la maison d'une famille modeste et je n'exagère pas. Il y avait tout ce que vous pouvez imaginer. J'avais mes propres bornes d'arcade, 2 télés, une machine à barbe à papa, un court de basket, un jacuzzi et une partie que j'aimais appeler le zoo. Ce n'était pas vraiment un zoo bien entendu, mais c'était là où je gardais les animaux exotiques. Un singe écureuil, un python royal, un dragon de Komodo et un caniche que j'appelais Franck. Mais à part ça, j'étais un enfant tout à fait normal. J'aimais les jeux vidéo, sortir avec mes autres amis riches et faire du sport, surtout du football américain. Le bon côté dans ma vie, c'est que mes parents ne sont ni sévères ni cherchent à contrôler ma vie. Ils voulaient que je grandisse en étant autonome et indépendant. Ça veut dire qu'ils me laissaient faire tout ce que je voulais. Je sortais donc avec mes amis et je faisais tout ce que je voulais faire. Un samedi après-midi, après l'entraînement de football américain, j'étais en train de me promener en ville avec mon ami Andy. On avait très faim après un entraînement difficile. On a donc décidé de s'arrêter devant un 7-Eleven pour prendre quelque chose à grignoter. En sortant du bâtiment, avec une boisson de la taille de ma tête, un vieil homme a heurté mon épaule et la moitié de ma boisson s'est renversée sur le trottoir. J'ai dit furieux, « Hé, regarde où tu vas !» Il a répondu, « Je suis désolé. » Je l'ai bien regardé et j'ai vu qu'il portait des habits sales et il semblait ne pas avoir pris de douche depuis des mois. Il a alors demandé, « Je n'ai rien mangé de la journée. Auriez-vous 5 $? Bien sûr, j'ai dit en mettant la main dans ma poche, je lui ai donné l'argent. Il a alors ajouté, « Je n'ai rien à manger demain aussi. Avez-vous un peu plus d'argent ?»
J'ai regardé Andy et on a commencé à rigoler. J'ai alors dit « Monsieur, je vous ai déjà donné 5 $, ça suffit. » Il s'est mis à crier. « Tu n'es qu'un gamin gâté pourri et tu comprendras jamais ce que c'est d'être comme moi. SDF et abandonné par tout le monde. Tu ne comprendras jamais ce que c'est de ne rien avoir. » En m'asseyant seul dans ma chambre cette nuit-là, je pensais mon identité ne tourne pas autour de cet argent. Je suis certain de pouvoir survivre si je deviens SDF. Peut-être que je devrais prendre au pied de la lettre ce qu'a dit ce vieil homme et m'en servir comme un défi. J'ai continué à penser. Je vais quitter ma vie parfaite pendant un petit moment. J'ai besoin de me préparer. Le lendemain matin, j'ai convaincu mes parents de m'envoyer dans un collège d'élite en France pendant 1 an. En été, et il était prévu que j'aille dans un collège d'élite dans les alentours pendant quelques semaines. J'ai expliqué que déménager en France serait bien mieux pour mon développement et mon indépendance. J'allais également apprendre une nouvelle langue. Ils ont tout de suite accepté. On fait les préparatifs et on prit le billet d'avion. Je n'en revenais pas à quel point c'était si simple. En réalité, j'allais simplement déménager dans une autre ville pas loin. Mais je m'étais déjà inscrit dans un collège banal là-bas. Au moment de partir, j'ai fait semblant d'avoir tout préparé et d'être prêt à partir pour ma nouvelle école. Mes parents m'ont déposé à l'aéroport et dès qu'ils sont partis, j'ai pris le bus en direction de la ville. J'ai retrouvé le vieil homme que j'avais heurté quelques semaines plus tôt et je lui ai donné ma valise. J'ai dit « Tu peux tout prendre, j'en ai plus besoin. » Tout ce qu'il me restait, c'était un sac à dos et 50 $. Je suis monté dans un autre bus et j'ai débuté mes nouvelles aventures en tant que SDF. Quand je suis arrivé à mon arrêt, je suis descendu du bus. Je pensais alors « Et maintenant ?» Je n'avais aucune idée de ce que j'étais censé faire en tant que nouveau SDF. Alors, j'ai simplement marché sans but pendant quelques heures. J'ai commencé à me sentir vraiment fatigué et la nuit commençait à tomber. J'ai donc décidé de m'asseoir à une table devant un café. Une serveuse est venue à ma rencontre et m'a dit « Excusez-moi monsieur, mais ces chaises sont réservées aux clients. » Je suis entré, puis j'ai acheté un chocolat chaud et je suis ressorti. Il ne me restait plus que 40 $. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais je me suis endormi et j'ai été réveillé quelques heures après par la même serveuse. Elle a alors dit « On va fermer, vous devez partir. » Je me suis levé, j'ai traversé la rue et j'ai attendu qu'il range tout et qu'il parte. Ensuite, je suis allé m'asseoir à même le sol en face du café. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à mes parents. « Hé, je suis bien arrivé, c'est super la France. » Ils ont répondu « Tant mieux, amuse-toi bien. » C'est devenu mon habitude journalière. Je marchais à travers la ville et je trouvais différentes places pour me rafraîchir les idées. Dans les bibliothèques, les restaurants, n'importe où. J'ai fait la manche pour avoir assez d'argent pour manger et quand c'était l'heure de dormir, je retournais en face du café. J'étais si reconnaissant de mon premier jour d'école car ça voulait dire que j'allais faire une pause de cette habitude que j'avais prise. L'école semblait sur le point de s'écrouler et les étudiants étaient loin d'être du même genre de ceux que j'avais l'habitude de fréquenter. J'ai trouvé ma première classe et je me suis assis au fond. Des morceaux du plafond manquaient. L'éclairage était à revoir et la clim ne fonctionnait pas. Mais c'était le dernier de mes soucis. Toutes les personnes qui entraient dans la classe se tournaient vers moi. L'un de mes camarades de classe m'a dit « Ce gars pue la merde ». Il me pointait du doigt pendant que ses amis se rassemblaient autour de lui en riant. Les profs n'étaient pas beaucoup mieux. Ils étaient méchants, durs et ils semblaient tous détester leur boulot. C'était le pire jour de ma vie. Je me suis assis seul dans la cafétéria pour manger mon repas quand une fille est arrivée et s'est assise en face de moi. Elle a dit « Salut, je m'appelle Mélodie ». J'ai répondu « Je m'appelle Eric ». C'était embarrassant de parler à une fille dans ces conditions. Elle a alors demandé « Je t'ai vu plusieurs fois en train de dormir dehors. Tu vis dehors? Où sont tes parents ?» J'ai menti en disant « Mes parents sont morts dans un accident de voiture et je suis seul. » Elle a ajouté « N'as-tu pas d'autres membres de ta famille qui pourraient prendre soin de toi ?» J'ai répondu « Non. » Elle a dit « C'est vraiment triste d'entendre ça. » Elle semblait vraiment sincère. Elle a glissé un bout de papier rose dans ma main, puis elle est partie. Je l'ai déplié et il y avait l'adresse d'un refuge écrit dessus. Après les cours, j'ai décidé d'aller directement là-bas, car j'avais besoin d'une bonne douche. Je voulais aussi dormir dans un vrai lit et peut-être changer d'habit. Au moins, je serais propre pour aller à l'école le lendemain. Ça m'a pris un moment pour trouver le refuge, mais quand je l'ai trouvé, j'ai frappé à la porte et une vieille dame toute gentille m'a ouvert. Elle a demandé « Bonjour, puis-je vous aider ?» J'ai alors dit « C'est bien ici le refuge pour SDF ?» Je me demandais si je pouvais passer la nuit ici. Elle a répondu « Je suis désolé, mais nous sommes complets ce soir. Essayez de revenir demain. » Tout à coup, j'ai vu Mélodie apparaître derrière elle. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire là? Elle a dit à la femme « Marcia, ça va aller. » Puis elle a dit « T'inquiète pas Eric, tu peux rester dans ma chambre ce soir. Je dormirai sur le canapé. » Mélodie, tu es... Mais avant de pouvoir finir ma phrase, elle s'est expliquée. Elle a dit « Je suis SDF aussi. Je vis parfois ici avec ma mère. C'est ma vie depuis 10 ans.
On avait autrefois une maison, mais mon père est parti et n'est jamais revenu. Ma mère ne pouvait pas continuer à payer seule le loyer et on était forcé de vivre dans la rue jusqu'à trouver cet endroit. Je me sentais vraiment mal de voir que des gens devraient vivre comme ça. Pour moi, ce n'était qu'une expérience, mais pour elle, c'était la réalité. Pour les semaines suivantes, j'ai passé un marché avec le propriétaire du refuge, Marcia. Je pouvais rester tant que je l'aidais à nettoyer. Elle m'a appris à cuisiner et avant de m'en rendre compte, préparer le petit déjeuner et le dîner était sous ma responsabilité. C'était drôle au début parce que je ne savais même pas comment utiliser une cuisinière. J'étais également responsable du nettoyage de la salle de bain. Au début, ça rendait folle Marcia, car je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je n'ai jamais rien nettoyé chez moi. Je me suis rapproché de Mélodie au fil du temps. On s'asseyait côte à côte en classe et on passait la plupart du temps ensemble. Elle était drôle, gentille et généreuse. Elle avait un grand cœur et avant de le voir, je suis tombé amoureux. Quand je lui ai dit mes sentiments, elle m'a dit ressentir la même chose. Et c'était le début de ma première relation. Mais la réalité planait au-dessus de ma tête. Bientôt, mon expérience d'1 an allait se terminer et je devais lui dire la vérité. Elle était tombée amoureuse de moi pour autre chose que ce que j'étais vraiment. Mes problèmes ont augmenté quand Marcia s'est assise à côté de moi un soir en disant qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Elle a alors dit « Eric, je suis contente que tu sois venu vivre dans ce refuge et que j'ai pu t'aider. Tu continues de devenir un jeune homme remarquable et je suis fière de toi. Mais je suis toujours triste de voir que tu n'as pas de vraie famille. Et bien sûr, je me demandais comment tu te sentirais si je devenais ta mère adoptive. » Je suis resté sans voix. Elle a ajouté « Je veux dire, je sais bien que je ne pourrai jamais remplacer ta mère biologique, mais je n'aime pas penser que tu aies à vivre cette vie tout seul. Je veux juste que tu saches que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » J'ai alors décidé de tout lui dire. J'ai tenu ses mains et je l'ai remerciée pour avoir été si gentille et si accueillante. Puis je lui ai tout dit. Qui j'étais vraiment, d'où je venais, le fait que j'avais des millions et que ce n'était qu'une expérience pour moi. J'étais si absorbé dans mon histoire que je n'avais pas réalisé que Mélodie était debout juste derrière nous. Quand je m'en suis aperçu, c'était déjà trop tard. Elle s'est précipitée dans sa chambre à l'étage et je l'ai suivie en courant. Je lui ai dit « Mélodie, écoute-moi, je suis désolé. » Elle m'a répondu « Je ne peux pas croire que tu m'aies menti. Tout ce que je savais sur toi était faux. » J'ai alors dit, en lui tenant la main et en la regardant droit dans les yeux. « La vérité, ce sont mes sentiments pour toi. Je ne m'attendais pas à venir ici, à te rencontrer et à finir comme ça. Mais tout ce que je sais, c'est que je tiens énormément à toi et que je ne voudrais jamais être loin de toi. Même si ça voulait dire rester ici toute ma vie. Je n'ai pas autant besoin de ces millions que j'ai besoin de toi. » Mélodie m'a finalement pardonné. Mon prochain obstacle était de dire la vérité à mes parents. Ils étaient surpris de me voir rentrer sans prévenir avec Mélodie et sa mère à mes côtés. Je leur ai expliqué la nature de mon expérience et ils étaient fiers de moi. Mes parents ont acheté une maison pour Mélodie et sa mère, proche de la nôtre, et ont décidé de financer l'éducation de Mélodie. Elle n'aura pas à aller de nouveau dans cette horrible école. Les week-ends, on allait toujours faire du bénévolat dans le refuge pour SDF. Mes parents ont également versé beaucoup d'argent, ce qui a aidé le refuge à s'agrandir et à héberger davantage de personnes. Faire semblant d'être SDF m'a appris que nous avons tous besoin les uns des autres pour survivre dans ce monde et que si on a la possibilité d'aider les autres, il faut le faire.